Alors fait avec amour, préparé avec amour, c'est cadeau. Salut, c'est Thomas Rozek. Alors moi je suis né à Brest, ça vous le savez parce que je le dis quand même assez souvent dans ce podcast. Et comme tous les gens qui ont grandi comme moi près d'une ville maritime, ouvrière, c'est important, qui est un cadre très atypique, et ben j'ai développé en grandissant une espèce de méfiance, pour pas dire une aversion, pour les villes cousines qui sont maritimes elles aussi, mais bourgeoises. C'est le cas de Nantes par exemple, et c'est aussi et surtout le cas de Bordeaux. Parce que vu de mon petit coin d'Atlantique à moi, ben cette ville elle me paraissait un peu trop jolie pour être honnête, en gros. Trop riche, trop bien portante, un peu trop propre. Alors évidemment, comme tous les préjugés, c'était une énorme idée reçue qui cache la vraie complexité de cette ville. Et par hasard ou par chance, il se trouve que j'ai eu l'occasion, il y a quelques temps, de passer du temps à Bordeaux. Ça s'est fait grâce à nos amis de la revue Far West, qui est une super initiative locale de journalisme ambitieux sur le web pour le moment, mais ce sera bientôt aussi une revue papier. Et avec eux, on a pu assouvir plusieurs envies qu'on avait, celle notamment pour Programme B de franchir le périphérique parisien, ce qui en soi n'est pas une mince affaire, mais aussi et surtout de raconter, de faire entendre les histoires méconnues d'une ville qui s'était donné beaucoup de mal pour les faire oublier et qui aujourd'hui se retrouve à un moment charnière de son histoire, qui se propulse dans une nouvelle séquence politique, ce qui paradoxalement la pousse à affronter son passé, aussi lourd soit-il. Alors avec ma camarade Clémence Postis, de Far West donc, on en a tiré une série en 4 épisodes, ce sont 4 balades au sens propre comme au sens figuré. C'est Mathieu Thévenon qui les a réalisées et la première arrive tout de suite. Bienvenue dans Programme B. Alors tout au long de ces 4 épisodes, on va tenter de tisser des liens entre le passé et le présent de Bordeaux. Bon, son présent, on en a beaucoup parlé ces derniers mois avec l'arrivée historique au pouvoir dans la ville d'une liste d'union de la gauche et des écologistes menée par Pierre Urmic après des décennies de règne de la droite sur la municipalité, avec notamment 2 maires très emblématiques ici, dont on va reparler plusieurs fois, Jacques Chaban-Delmas et Alain Juppé. Du changement s'annonce donc, et si le pouvoir a changé, c'est possiblement aussi parce que la population de Bordeaux a changé ses notoriétés publiques. La ville a vu arriver pas mal de nouveaux habitants ces dernières années, attirés par un cadre de vie plus agréable que la région parisienne au hasard, et des loyers plus attractifs qu'on fait du coup qu'augmenter. C'est la fameuse gentrification qui frappe absolument partout, et notamment à Bordeaux, qui est une ville traditionnellement bourgeoise et qui a toujours porté un regard assez noir sur les classes populaires, un regard alimenté par des histoires comme celle du crime de Lormont, qui est un fait divers du 19e siècle, qui est resté célèbre ici, et qu'on va vous raconter tout de suite avec Clémence, et surtout avec Olivier Delteil, qui est guide conférencier, et qui va nous rejoindre maintenant dans le quartier de la Bastide où on se trouve en ce moment. Bonjour, monsieur Delteil. Oui. Bonjour, enchanté. Je suis arrivé avec le... Désolé d'avoir fait un petit peu attendre. Pas de soucis, aucun problème. Donc nous, on va s'attacher à un Bordeaux qui est fin 19e siècle, 1875. Ici, on est à la Bastide. La Bastide, à cette époque-là, c'était comment? Ah, alors vous oubliez les grandes entreprises qui sont apparues, qui ont loti toute la partie nord. À l'époque, il y a un grand vide encore existant entre la fin de la Bastide proprement dit, dont Bordeaux s'est emparé en 1865, et surtout au final, Lormont. Et donc, ce grand vide, il y a encore des chemins, notamment le fameux chemin des amoureux, entre guillemets, parce qu'il serpentait, il y avait beaucoup de buissons. L'été, on a une jolie vue sur le port, évidemment. Et puis surtout, au final, on n'est pas dérangé pour ces petites affaires. La Bastide, c'était un peu le coin où on avait commencé à mettre ouvriers, c'était l'endroit des petits commerçants. Vraiment, pour le Bordelais, la Bastide, c'est bien l'endroit qu'on a choisi pour mettre à instruire les ouvriers tout ce qu'on ne veut pas du bon côté, c'est-à-dire côté gauche de la Garonne. Donc aujourd'hui, on va parler du crime de Lormont. Le crime de Lormont, qu'est-ce que c'est? On est au matin du 29 octobre 1875. Terrible découverte. Oui, alors un personnage qui passe, qui allait prendre ce qu'on appelle une gondole, qui était près du chantier là-bas. C'est-à-dire dans cette partie qui était laissée libre, il y avait déjà des chantiers de construction. Et donc il prend le chemin, c'est un raccourci. Et le chemin, c'est le fameux chemin des amoureux. Alors théoriquement, à la base, il n'aurait pas dû le prendre, mais comme il a arrêté de pleuvoir, c'est encore praticable parce que le chemin était boueux, évidemment, il n'était pas travaillé, pas d'asphalte, rien du tout. Donc ce personnage arrive et voit un corps en bas de la terrasse de la propriété Kirstein. Alors le corps, c'est apparemment celui d'un jeune homme, Baptiste Méry.
Alors bizarrement, il a une position un peu étrange, il est repoussé sur le côté, mais il n'y a pas visiblement sur son visage de marque de souffrance particulière. Et donc ça veut dire qu'il n'a pas été surpris, il a rencontré quelqu'un qu'il connaissait. Alors évidemment, ce personnage était allé chez sa famille. Donc il avait sa tante et son oncle qui habitaient Bordeaux. Donc il était venu, il était parti très tôt, donc à 8h du matin, il arrive ici à 13h, donc le 26. Il va manger constamment avec son oncle et sa tante, mais il a prévu un petit budget, il a prévu quand même 70 francs or. C'est pas mal pour l'époque. Alors heureusement, il avait parlé au cours des repas qu'il avait effectués. Il avait dit qu'il avait rencontré une ancienne connaissance, évidemment, avec qui ça avait déjà bien marché, puisque la personne était plutôt mœurs légères. Hein. Bon. Conclusion, on va se mettre en quête de la retrouver. Et évidemment, les jeunes femmes qui ont été dans son lieu, dans là où il a vécu, qui est un petit endroit, qui est connu un peu comme le Loup Blanc ici, qui est assez facile, il n'y en a pas des tonnes. Et au final, de surcroît, il y a des gens qui l'ont vu passer à son bras. Donc voilà pourquoi on va reconnaître Elisabeth Jean, dite Garnier. Et donc on va l'interroger, c'est elle qu'on arrête en premier au final. Alors bien sûr, elle nie tout. On ne connaît pas Baptiste Méry, hein. On ne peut pas l'avoir vue à ses côtés puisqu'elle ne connaissait pas, elle n'a jamais eu de rendez-vous, elle n'a jamais été à l'hôtel du fameux Cheval Blanc, visiblement, hein, qui portait bien son nom, pour passer une nuit d'amour, certainement tarifée aussi un petit peu, enfin, en tout cas, bon, une autre histoire. Et donc, malheureusement pour elle, on l'a vue plusieurs fois. Première chose, elle a fait plusieurs erreurs avec ses complices. Elle était l'amant d'un certain Pascal, Jean-Baptiste Pascal. Jean-Baptiste Pascal, lui, c'est quelqu'un qui travaille dans les abattoirs. Bref, il est boucher. Alors, un boucher un peu étrange, puisque quand on va faire l'enquête, ces différents patrons vont dire de lui qu'au final, il avait une sale tendance, par exemple, à martyriser les animaux qu'il allait tuer, ou il les tuait d'un coup franc. Il aimait bien leur crever les yeux avant. Bon, un personnage très sympathique. Hein. Et donc, ce personnage connaît aussi, bien sûr, l'autre protagoniste, celui qui est dit le manchot, tout simplement, un certain Bouchot. Alors Bouchot, lui, le manchot, parce que déjà, il n'a plus la main gauche, déjà, il est grand gaillard, il a une grosse barbe, hein, il est taciturne, un peu violent, lui aussi prend avec la police, il a été en correctionnel à l'époque déjà, évidemment. Donc, évidemment, il est logé plus ou moins, dirais-je, ici à la Bastide. Et Pascal est l'amant de la demoiselle Jean. Autrement dit, elle va prévenir son amant qu'elle a rendez-vous avec le malheureux Baptiste Méry. L'amant, lui, il est toujours à hauteur de francs 6 sous parce que sa vie de patachon lui revient cher. Il s'entremet avec le manchot et donc ils font un guet-apens. Elle accepte les avances de Baptiste Méry, qui avait un peu ramé pendant un jour. Hein. Bon, faut être réaliste, elle n'avait pas été à son premier rendez-vous. Et on le rejoint donc après la sortie d'un théâtre, le théâtre Adonis, qui était près des Quinconces. Ils vont directement à l'auberge du Cheval Blanc, connu comme le Loup Blanc, c'est le cas de le dire aussi. Hop, elle fait son affaire, et là, le pied se met en place. Ils sortent à 7h du matin, et surprise, vous avez donc Pascal qui est là, avec Bouchot. Et il lui propose de boire un coup. Oh, bon, alors l'autre, il est content, parce qu'en plus, Pascal était du même village, du même lieu que Baptiste Méry. Donc, ils se connaissaient un peu, et puis il ne sait pas, évidemment, que c'est l'amant, entre guillemets, officiel d'Elisabeth Jean. Donc, ils vont à Lormont, évidemment, dans un petit troquet, et c'est là l'erreur. À Lormont, il y a toujours du monde qui traîne, il y a les chantiers maritimes, il y a les chantiers là-bas, il y a les chantiers chéniaux, et évidemment, on va les voir. Alors, il y a plusieurs personnes qui les voient, une petite marchande de châtaignes, qui est levée très tôt pour trouver des clients, et à qui elle a vendu d'ailleurs au manchot une poignée de châtaignes, donc elle le reconnaît. Un autre, évidemment, monsieur Hama, qui lui est un petit vieux qui traîne un peu, il ne sait pas quoi faire, comme on a quelquefois dans nos bars, hein, il regarde un peu l'ambiance, il observe. Et donc, il reconnaît à la fois Bouchot, Pascal, et il le reconnaît, évidemment, quand on va lui demander de reconnaître le corps, Baptiste Méry, et il sait qui a été avec lui. Donc c'est un faisceau de preuves qui va confondre petit à petit les trois protagonistes qui vont nier en bloc. Alors au début, la fille Jean, comme on l'appelle tout simplement, va nier, va dire qu'elle ne connaît pas. Ensuite, elle va revenir sur sa parole. Elle va dire que oui, il y avait eu un rendez-vous, mais qu'elle n'avait pas été au premier, et qu'ensuite elle l'avait quitté. Ce qui est vrai dans l'histoire de ce traquenard, les complices lui demandent de quitter Baptiste Méry avant qu'il prenne le chemin dit des amoureux, parce qu'il va aller passer par Lormont.
Là, le coup est faisable. Bouchot, un peu violent, comme à son habitude, lui assène un coup derrière, il tombe, mais assommé, il n'est pas encore mort. Et on prend son argent, les 70 francs qu'il devait avoir en grande partie, et là, coup de folie, jalousie, on ne sait pas, Pascal prend un couteau et égorge le malheureux qui est étendu à terre. Et voici comment, pour une histoire d'amour plus ou moins tarifée, on finit mal. Bon, vous savez déjà depuis Rita Mitsuko. L'enquête de la police, comment elle fait pour avancer? Il me semble qu'elle est un petit peu ardue, l'enquête de la police. Oui, parce qu'au début, on n'a que la demoiselle Jean, entre guillemets. Ensuite, il y a Pascal. Pascal qui va toujours nier d'avoir été l'auteur du crime. Sauf que quand la fille Jean et Bouchot vont se mettre à table, évidemment, il ne pourra plus se protéger, puisque les deux autres vont dire la vérité, puisque le faisceau de preuve va tomber sur eux. Et donc, il est compromis et finira donc guillotiné. En quelle année? Alors, 1876, parce qu'évidemment, il va mettre 1 mois, Pascal, pour être arrêté. Ce que je n'ai pas encore évoqué, c'est que, sentant l'étau se resserrer, il va partir de Bordeaux, direction Toulouse. Donc on va se mettre à chercher Pascal dans la région toulousaine. Et on va le trouver à Toulouse, mais seulement il sera arrêté seulement le 1er décembre. C'est-à-dire près d'1 mois après le forfait. Et pendant ce mois, il se passe quoi? Est-ce que déjà l'opinion publique est passionnée par ce sujet? Oui, alors il y a déjà les premiers journaux qui parlent d'un meurtre atroce. Mais on n'a pas vraiment de preuves, et puis les journaux, ils veulent du concret. Et ils vont vraiment couvrir l'événement quand ça va passer à la cour d'assises. Alors là, attention, c'est trop cette histoire. On est donc en mai, ça sera du 8, 9, 10, 11 mai. Et là, vous avez la retranscription des témoignages de la défense. Ça fait les gros titres. Il faut savoir qu'à l'époque, les journaux, pour intéresser le chaland, eh bien, ces journaux-là publiaient les meilleurs passages des meilleures affaires en cour d'assises. Et Bordeaux, le mort sur chemin, là, égorgé, là, ça plaît beaucoup. En plus, vous avez la fille de joie, vous avez le boucher, l'autre, c'est le manchot. Donc, bref, au final, ça plaît beaucoup. Et c'est comme ça que les journaux se vendent. Il faut du sensationnel. C'est l'époque où on suit les affaires judiciaires. Il y a un des 3 qui est guillotiné, et il me semble que c'est un petit peu un événement. Oui, alors, de toute façon, tous les guillotinés, c'est un événement. Mais à l'époque, on voulait qu'il y ait de moins en moins de public. Pour faire simple, au début du siècle, on sort de la Révolution française, du Directoire, même sous l'Empire, on aime bien encore le sang. Voilà, quand vous dites que vous avez un guillotiné sur une place publique, tout le monde vient voir. On vient même avec enfants. Il faut éduquer la jeunesse. Et donc, avec le temps, on trouve ça un peu dégradant. On est sous la Troisième République quand même. Voilà, alors, pour éviter qu'il y ait trop de monde, déjà, on avait évité les places de marché. Parce que pendant longtemps, à Bordeaux, la guillotine était trouvée place de la Victoire, c'est-à-dire place d'Aquitaine. Donc là, évidemment, il y avait un joli marché aux fleurs. Là, on l'a délocalisé depuis quelques temps, place du Repos, qui portait bien son nom. Et c'est là, donc, où il y avait la guillotine juste devant l'entrée du cimetière. C'était pas beau, tout ça? À 4h30 a lieu l'exécution. Mais si on fait si tôt le matin, c'est pour éviter qu'il y ait du monde. Il y a quand même eu dans l'histoire près de 300 personnes qui étaient là. Parce que théoriquement, c'est affiché. On sait quand est-ce qu'on va le guillotiner. On sait bien que c'est très tôt. Alors ceux qui veulent voir le spectacle, c'est pas grave, voilà, tac. Même si c'est, dirais-je, en juillet de surcroît, même si c'est tôt pour se lever en juillet pour atteindre cet horaire, c'est pas grave, il y en a 300 qui se sont levés pour assister au beau spectacle. On pourrait penser que là, l'affaire, elle est terminée. On a identifié le corps, on a identifié les coupables, on les a condamnés. Mais ça va pas en rester là. Il va y avoir des poèmes, une pièce de théâtre, Le crime de Lormont. C'est un fait divers qui, à l'époque, a marqué, a un petit peu duré dans le temps. Le fait que ça ait marqué les Bordelais, est-ce qu'il y a une autre raison qu'on aimait bien le sordide? Ces affaires-là sont quand même relativement rares, faut savoir. Les meurtres de sang-froid, voilà, où il y a une véritable histoire, un véritable piège qui est tendu, c'est rarissime. Le simple meurtre, le petit coup de serein parce qu'ils avaient trop bu, ça intéressait personne. Voilà, ça se passait en limite en correctionnel. Mais si vous avez un cas de figure, vous avez un plan machiavélique, entre guillemets, voilà, qui sort vraiment du cadre des bonnes mœurs, où il y a plusieurs personnes, où il y a une certaine faune qui apparaît, là, ça va plaire. Là, vous avez votre public. C'est ça quand même qui fait marcher. Après, ça leur rappelait aussi un petit peu la société, une partie de la société. Ça devait plaire beaucoup aux bourgeois.
ceux qui ne risquaient rien, qui étaient chez eux. Comme nous, on regarde les pays étrangers quand ça pète. Hein. Oh, le tsunami, il est passé ailleurs. Oh, c'est les pauvres malheureux. Ça devait être à peu près la même chose. Hein. Ça se passait à côté, mais ils n'étaient pas concernés. Mais c'était horrible. Donc là, ça, on parlait, vous avez vu un peu. Oh là là. Puis on débattait sur les quartiers ouvriers, sur tout le reste, etc. Sur la Bastide à l'époque, ça devait aller bon train. C'est ça qui plaisait. C'est ça, est-ce que le terreau social qu'on a décrit a joué vachement dans le succès, entre guillemets, de cette histoire ? Ben oui, parce que ça mettait en scène quand même la partie ouvrière, le lieu d'accueil, la Bastide, qui au 19e était vraiment un lieu... On venait de loin pour trouver du travail. Donc ça a vraiment agrégé toute une population, notamment étrangère. Donc c'était des gens qui venaient de la région girondine ou de la Dordogne ou des Charentes, etc. Mais ces gens-là, eh bien, ils n'étaient pas considérés comme bordelais. Donc ils étaient un peu au banc de la société tout en étant à Bordeaux, puisqu'ils ne s'intégraient pas. Ils pouvaient s'intégrer ensuite par mariage, en évoluant socialement, etc. Ils accueillaient une certaine légitimité. Mais là, ce n'était pas le cas. Donc, au final, ça montre aussi, quelque part, de loin, ce que l'on sait exister, mais avec lequel on n'a aucun rapport. Donc ça aussi, c'est une manière de percevoir la société de l'époque. Est-ce que Bordeaux, c'est une ville où il y avait une forte criminalité particulièrement, ou c'était juste l'appât du public pour ça qui faisait qu'on en faisait des Alors caisses? déjà, on en faisait beaucoup. Bon, parce qu'on grossissait les traits. Même dans les articles comme dans la presse, etc., ou des journaux de l'époque, on grossit un peu, on fait des descriptions. À l'époque, Bouchot, il est décrit comme quelqu'un de virulent, grand. Voilà, on rappelle bien qu'il a plus sa main gauche. Enfin voilà, il est pas rasé. On sent bien qu'il est pas comme nous, quoi. Voilà, hein, c'est ça, c'est un peu la brute. Pascal, c'est la personne froide qui nie tout en bloc, hein, pour ne pas assumer, évidemment. Et Jean, elle va avoir le rôle de la fille dévoyée. Voilà, ce qu'il ne faut pas que votre fille devienne. Ça plaît beaucoup, ça, à l'époque. Non, pas comme ça, ma fille. Mais c'est vrai que tout ceci donne une certaine image de Bordeaux. Alors, le Bordeaux que j'ai évoqué existe dans certains lieux, pas partout. Il y a 2 endroits qui vont rester un petit peu interro pour de la criminalité ou autre chose. Alors, sauf celle des gens chics, hein, qui existait aussi. C'est Bacalan, où là, il y aura toutes ces installations portuaires, et une partie de la Bastide, notamment vers l'Ormont. Toute cette partie-là va rester toujours un petit peu interlope. D'où l'image dégradée du lieu pendant longtemps pour les Bordelais, c'est-à-dire que la Bastide, ce n'était pas Bordeaux. Ça avait été inclus, on avait mis tout ce qu'on ne voulait pas chez soi, mais quand même, quand on traversait le pont, on prenait des risques. Alors, ils y allaient quand même. Oui. Mais après, ils passaient le pont. Ils retournaient chez eux, ils étaient lavés de leurs péchés. C'est l'effet Garonne. Justement, vous dites c'est pas Bordeaux, de ce côté-là, donc on est rive gauche, on met ce qu'on ne veut pas voir rive droite. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui a perduré dans le temps, cette organisation rive droite, rive gauche? C'est vraiment à la fin de la chute du port de Bordeaux que déjà le lieu va péricliter, comme l'ensemble du port, tout ce qui est donné sur les quais, Bacalan notamment, et qu'au final on va essayer de rénover ou de s'emparer de nouveau, mais d'une autre manière, d'un lieu qui était très populaire. Voilà pourquoi, pour les vieux Bordelais, s'il en reste encore quelques-uns, la Bastide, c'est toujours pas Bordeaux. Bon, les vieilles habitudes ont la vie dure, et Bordeaux a parfois du mal à digérer totalement son passé, surtout ses aspects les plus négatifs. C'est ce qu'on va voir dans le prochain épisode.